trouve que c'est gagnant sur tous les fronts. Puis oui, tu as tout le côté, OK, mais comment on vit la culture, comment on connecte, Ça, c'est la question que personne n'a la réponse encore. Puis je pense qu'à ce stade-ci, ce que j'en pense, c'est je pense qu'on doit accepter que ça ne sera plus pareil comme avant. Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont changer. Puis dans tous les choix qu'on fait dans la vie, il y a des pour et des contre. Aujourd'hui, les conditions de travail, le travail, mettons, travail à distance ou hybride, amène des bons côtés, mais amène peut-être aussi des mauvais côtés. Bienvenue au podcast Entre deux pubs présenté par l'agence de marketing web RabLab. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Simon Deben, cofondateur et CEO de GSoft. GSoft, c'est un environnement. Donc, GSoft, aujourd'hui, c'est rendu une entreprise, je dirais une espèce de parapluie à plein de projets. On va avoir la chance d'en parler un peu plus longuement avec lui. Donc, Simon Deben a fondé GSoft il y a plusieurs années, il va vous en parler, mais après ça, c'est ensuite créé ShareGate, Office Vibe, SoftStart, puis aussi un nouveau projet. On va avoir des petits hints sur un nouveau projet qu'ils sont en train de développer tantôt. On va essayer de tirer les verres du nez. Donc, Simon, bienvenue sur le podcast. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là. Simon Deben, en direct de ta maison, en nature, ça a l'air magnifique chez vous. Ton état d'esprit aujourd'hui, là, ça a été la frénésie avec les Black Friday de ce monde. On vient de passer ça. Là. Comment tu te sens détendu? C'est la fin d'année qui approche. Là. Comment est-ce que ton état d'esprit? Mon état d'esprit est pas mal toujours absorbé dans les choses qu'on est en train de faire chez GSoft. Je suis une genre de personne qui a de la difficulté à arrêter de penser aux choses aux produits qu'on bâtit. Puis, fait que non, mon état d'esprit est bien. Je m'en vais faire du snowboard à Baldface à la mi-décembre. Donc, c'est un sprint pour me rendre jusque-là. Et l'année 2023 est sur le point de commencer. Puis, j'anticipe une année exceptionnelle pour GSoft, malgré toutes les conditions de marché et l'économie. Il y a comme quelque chose de comment dirais-je? Il y a une opportunité, là. Ouais, une opportunité, mais en même temps, on est comme dans des conditions de marché où, au niveau macro, là, il y a quelque chose de unique, en tout cas dans ma carrière. Là. Je repense au crash en 2008. Et GSoft était encore tellement une petite et jeune entreprise qu'on l'avait pas vraiment ressenti. On n'avait pas encore le scale pour ressentir ça. Et maintenant, ben, on est plusieurs années plus tard, puis on commence à avoir la taille et l'ampleur pour être obligé de naviguer et réfléchir à ces choses-là. Fait que ça rend le tout très intéressant, mais c'est tout nouveau pour moi. Puis c'est super intéressant, puis ça va faire partie en fait, c'est la prémisse, là, puis le titre du podcast que j'ai pas nommé au début, là, mais c'est tout, en fait, ce qui est comment créer des outils pour façonner le futur du milieu du travail. Puis c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui, là. Tu vas pouvoir nous parler en première partie un petit peu du background de GSoft, puis en fait, qu'est-ce qui vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui, là. Quand même plusieurs centaines d'employés avec des collaborateurs un petit peu partout dans le monde, avec un gros bureau aussi qui a coûté cher, que vous ne scellez pas, qui peut-être qu'on va pouvoir toucher rapidement. Puis en deuxième partie, on va parler justement d'un peu c'est quoi le futur du milieu du travail. Puis tu viens de le mentionner, il y a quelque chose de macro, il y a quelque chose de gros qui est vraiment sous nos pieds en ce moment, là, qui est la façon dont économiquement le marché se comporte. Si je peux faire une parenthèse avant de te laisser aller, nous autres, on dit à nos clients depuis le début de l'automne, là, donc dans le fond depuis facilement fin août, début septembre, écoutez, l'automne va être difficile. Le Black Friday, les ventes de 2021 étaient moins bonnes. En fait, étaient en très, très, très légère hausse de 2020, là, mais c'était comme 1 ou 2 points, là, c'était très petit. Puis en 2022, tout le monde prévoyait une baisse par rapport à 2021, puis même par rapport à 2020. Donc, on se retrouve avec pas mal la pire période pour les commerces électroniques. Puis là, on vient de finir Black Friday, Cyber Monday, puis je peux confirmer que c'est tout à fait à l'inverse. Donc, tu sais, tout le monde est en avance, Shopify a sorti des meilleures ventes. Puis c'est comme, j'écoutais beaucoup de gens quand même très influents au niveau économique américain et canadien dans les derniers jours. Puis c'est comme,
personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé les dernières semaines, là. Puis il y a une statistique qui est sortie ce matin, Shopify ont dit que, je veux pas me tromper, là, mais 78%, hausse de 78% du buy now, pay later dans les ventes de commerce électronique. Donc, j'ai l'impression que on a vécu une situation économique, qu'il y a eu une croissance pour les commerces, mais que tout le monde a mis ça à crédit, si on veut. Fait que tout le monde est un peu, c'est endetté pour faire des bonnes aubaines. Puis là, on va se retrouver dans un marché qui va vraiment prendre des proportions économiquement beaucoup plus graves là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Je pense qu'on va avoir le contre-coup de tout ça. Là. Fait que bref, c'était Pas mon bon bout. signe. C'est vraiment pas une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que il y a des commerces qui sont contents parce qu'ils regardent leurs chiffres puis qui sont heureux de façon macro. Mais si tu regardes ça plus dans le détail, quand il y a, je sais pas, peut-être un petit commerce électronique, t'as 4 personnes sur 10 qui ont acheté à crédit avec du pay now, buy now, pay later. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle économiquement que les gens sont obligés de faire ça pour du produit qui coûte 205, pour une facture qui coûte $250 dans un commerce. Là. Fait que, c'est ça. Ce que ça dit, c'est que l'envie d'acheter pour les gens est restée, est encore là. Ouais. Les mesures qui ont été prises dans les derniers mois n'ont pas encore eu l'effet escompté. Non. On est juste en train de stretcher le système encore plus. Fait que c'est sûr que ça revient à ce que j'ai dit là. L'année 2023 va être intéressante, puis on pourra en parler plus tard. Yep. Ben, avant de parler justement de votre année 2023, Simon Deben, un peu ton background, l'ADN de GSoft que je trouve particulièrement intéressante, puis un peu, tu sais, qu'est-ce qui t'a mené à où vous êtes aujourd'hui, là, fait que, tu sais, fais-nous un tour de machine, là, présente-nous un petit peu qui tu es. Là. Ouais, ben, Simon Deben, aujourd'hui, j'ai 37 ans, ça va faire bientôt 17 ans que GSoft existe. GSoft, c'est une entreprise que j'ai fondée avec deux amis, Sébastien et Guillaume, qu'on avait tous les trois 20 ans. Et avant ça, moi, j'ai étudié en technologie, en programmation, en fait. J'ai fait une technique en programmation informatique, une technique en informatique. Fait que c'est une technique qui t'apprend à programmer. Fait que tu comprends c'est quoi des lignes de code, tu es capable de faire des softwares. Après ça, je suis allé à l'ETS en ingénierie logicielle. Et à l'ETS, ils t'apprennent à réfléchir. Et ils t'apprennent à réfléchir. Donc, capable, une fois que tu sais programmer, mais maintenant, c'est qu'est-ce que tu essaies de bâtir, de quelle manière tu vas architecturer ton software. Fait que c'est deux, la technique puis l'université m'ont vraiment amené à adorer et apprécier l'univers du software. Et après un an à l'ETS, je me suis un peu tanné d'être sur les bancs d'école. Et j'ai décidé de me lancer en affaires avec Guillaume et Sébastien. Guillaume, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'initiation à l'ETS. Et la première journée, là, on est les deux seuls qui n'ont pas envie de jouer la game de l'initiation. Là, ils mettent des pommes dans des bacs d'eau, puis là, faut que tu mettes... il y a comme plein d'activités de ce genre-là, puis on était juste pas intéressés. Fait qu'on était à l'écart, puis on s'est comme reconnus là-dedans. Puis on s'est mis à jaser, puis on s'est liés d'amitié quasiment instantanément. Et on est devenus les best buddies à l'université, et ça nous a amené à fonder une entreprise ensemble. Sébastien, lui, j'allais au secondaire avec lui. On était les élèves que les professeurs et même les remplaçants se faisaient aviser de toujours se séparer dans la classe parce qu'on était assez tannants ensemble. Fait que c'est une amitié quand même de longue date, d'il y a longtemps. Et je sais pas pourquoi là, je voulais me lancer en affaires. Là, honnêtement, je le répète souvent, là, j'étais pas le genre de personne qui vendait de la limonade sur le coin de la rue. Quand j'étais plus jeune, selon moi, et peut-être des gens qui me connaissent pourraient dire le contraire, mais selon moi, j'avais pas les attributs ou je démontrais pas l'intérêt autour de l'entrepreneuriat. Je savais même pas c'était quoi. J'avais deux parents mes deux parents ont étudié en informatique. Mes deux parents étaient ma mère, mon père étaient dans ce milieu-là.
Mon père avait sa business, mais je catchais pas ce qu'il faisait. Fait que c'est pas comme si c'était pas si évident que ça, que j'aime, c'est fou ce que mon père fait, j'ai envie de faire la même chose. J'étais pas du tout là. Puis un jour, j'ai entendu qu'il avait vendu sa business à une compagnie qui s'appelait CGI, mais j'étais encore trop jeune pour comme comprendre la chose. Et quelques années plus tard, ça a donné que mon père, il a vendu à CGI son entreprise. 3 ans plus tard, lui, il avait un contrat, un peu des earn-out, parce que après 3 ans, ben, il avait le droit un peu de faire autre chose. Il s'est relancé en affaires pratiquement avec les mêmes personnes avec qui il était en affaires avant. Et c'était exactement en même temps que environ ma première année à l'université. Et je sais pas pourquoi, j'ai regardé, je l'ai vu aller, puis je me suis dit, je suis capable de faire la même chose moi aussi. Puis à ce moment-là, avec le background, avec l'école, j'avais un job à ce moment-là à CGI, au support technique, ce qui m'avait permis de comprendre un peu le milieu technologique. Ça m'a donné le goût de me lancer en affaires parce que je me suis dit que le véhicule entrepreneurial, là, bâtir une business, c'est une belle manière de partager ses idées puis d'avoir un impact. Et c'est là qu'on a lancé Gsoft. On est allé chez le comptable, il nous a donné le gros cartable noir, qui est le livre des minutes. Et à ce moment-là, on a compris qu'on avait une entreprise incorporée. C'est là qu'on a fait, maintenant qu'on a une entreprise, qu'est-ce qu'on fait avec? Et c'est là que ça s'est corsé un peu parce que, tu sais, nous, on lançait Gsoft parce du haut de nos 20 ans, on avait envie d'amener un vent de fraîcheur dans le milieu technologique québécois. Et ça, c'est une espèce un idéal qu'on imaginait dans nos têtes, là, dans nos esprits, mais une fois sur le terrain, là, tu sais, comment ça se concrétise, ça. Et une fois que tu as le livre des minutes entre les mains, tu sais, là, ça se passe. Là. Fait qu'est-ce que tu fais? Fait qu'on a fait comme, OK, on est bon en programmation, on pourrait vendre ce talent-là à d'autres entreprises du Québec. Fait qu'on a commencé Gsoft avec un idéal grandiose et finalement, sur le terrain, on est devenus des consultants en technologie qui avaient des babyface, qui avaient absolument aucune crédibilité. Tu sais, t'as 20 ans, t'as rien fait de ta vie. Mais on a trouvé la vie parfois à nous sourire. Là. Dans notre cas, on est tombé sur quelques personnes qui ont décidé de nous faire confiance, qui ont vu en nous du potentiel, puis qui ont décidé de nous donner des projets. Un projet qui a mené un deuxième, qui a mené un troisième. Et tranquillement, pas vite, mais on s'est positionné comme une entreprise qui faisait du service de développement logiciel pour quiconque avait besoin de bâtir quelque chose. On n'avait pas d'allégeance à aucune industrie. On était juste là, disponible. Puis go. Fait on faisait de la consultation, on allait chez les clients, on embauchait des consultants, puis on les plaçait dans des entreprises. On faisait à peu près n'importe quoi, tant et si longtemps que ça nous occupait puis ça nous faisait avancer. Et à un certain point, on a commencé à prendre notre place, à avoir un peu plus de crédibilité, et on a commencé à rapatrier les gens au bureau pour faire des projets dans nos espaces de travail. Et le Gsoft division génie logiciel a comme pris forme tranquillement pas vite de cette manière-là. Et à un certain point, c'est le fun de bâtir les projets des autres, mais c'est encore plus fun de bâtir tes propres projets, tes propres produits dans notre cas. Et ça nous a amené à commencer à vouloir bâtir des produits qui était une manière pour nous une manière plus impactful d'aller rejoindre les gens aux quatre coins de la planète. Un produit, c'est ça la beauté de la chose. Un produit, tu bâtis ça, là. C'est comme tu compartimentes tes idées à l'intérieur d'une solution technologique, tu la packages, tu la mets sur un site web et du jour au lendemain,
ta solution est disponible aux quatre coins de la planète. Et il y a quelque chose là-dedans que je trouve extrêmement fascinant, d'avoir la capacité de faire ça à partir de notre petit bureau dans Pointe-Saint-Charles. Il y avait quelque chose là-dedans qui me rejoignait beaucoup. Fait qu'on on a décidé de se lancer dans des produits. On a bâti en premier ShareGate. Quelques années plus tard, on a bâti Office Vibe. Quelques années plus tard, on a bâti SoftStart. Et actuellement, on est en train de bâtir d'autres produits. Fait que, définitivement, une entreprise... on est une entreprise qui se passionne de l'expérience employée. On bâtit des produits qui se positionnent à différents stades, à différents endroits sur le spectre de l'expérience employée. Fait que, autant Office Vibe, c'est le coffre à outils pour aider les gestionnaires à aligner les équipes, augmenter l'engagement, augmenter la performance, reconnaître son équipe. Autant que tu as un ShareGate qui aide les organisations à déployer des outils de collaboration d'Office 365 dans les mains de tout le monde et de bien les déployer, bien les utiliser. Autant qu'un SoftStart va t'aider à accueillir, intégrer les nouveaux employés dans ton organisation de la bonne manière. Ils ont tous chacun leur rôle à jouer à différents endroits sur le spectre de l'expérience employée. Et maintenant, aujourd'hui, on essaie de se bâtir un portfolio qui va en faire de plus en plus autour de l'expérience de travail qu'on vit au quotidien. Et la bonne nouvelle, ce qui est la bonne et qui a déjà été une mauvaise nouvelle, mais la pandémie a comme été un fast-forward 15-20 ans dans le futur. Ouais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Notre manière de travailler aujourd'hui, être capable d'être à la maison, de travailler à travers des outils comme Zoom, Teams, Slack, de le faire de manière aussi naturelle et assumée et la façon qu'on le fait aujourd'hui. On n'était pas là, on s'en rend peut-être pas compte, mais avant la pandémie, ça se passait beaucoup en personne. Et oui, tu avais quelques organisations qui s'étaient un peu plus marginales, qui s'étaient positionnées remote avec des pratiques qui sortaient un peu des sentiers battus, mais c'était vraiment pas mainstream. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé et ça l'a créé un nouveau terrain de jeu pour des entreprises comme GSoft, où est-ce que il y a tout plein de petites problématiques à l'époque qui étaient des petites problématiques qui sont devenues des grandes problématiques. Et aujourd'hui, ça donne des opportunités de bâtir de rebâtir des produits qui fonctionnent plus, de réinventer les choses, de régler des nouvelles problématiques. Et comme pour nous là, c'est comme on est comme à Walt Disney. C'est comme Internet 1999, 1998, mais t'es genre, pas t'es IBM, là, mais t'es une grosse compagnie quand même imposante, puis tu détiens assez de ressources pour être capable de bâtir des choses. C'est comme si tu revivais le genre de dot-com bubble, mais t'étais en contrôle d'effectifs, puis tu voyais un peu les coups venir d'avance. Ouais, c'est comme si tu repenses à des timings. Là, dans le temps, Microsoft, Apple, quand ils ont été fondés, c'était tellement un bon timing. Puis aujourd'hui, on pourrait dire, hey, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça être dans les premiers. Puis c'est facile à dire une fois que c'est fait. Mais tu sais, d'avoir la chance d'être au début de quelque chose ou dans le début d'un trend ou c'est pas toujours, tu peux pas timer tout dans la vie. Puis des fois, tu as des périodes qui sont un peu plus mortes. Mais là, aujourd'hui, la pandémie, ça l'a causé plein de problèmes. Puis aujourd'hui, on voit la situation économique dans le monde est en grande partie liée à la pandémie. Mais ça donne des opportunités comme jamais de créer de la valeur comme on n'aurait peut-être pas vu aussi clairement avant la pandémie. Fait que moi, je suis ravi. C'est comme un second souffle. Tu sais, on est une entreprise qui a bientôt 17 ans. Tu sais, c'est pas qu'on manque d'idées, puis c'est pas comme si on a toujours été très occupés. Puis nos Vous avez pas fait le tour de questions, là, vraiment pas. Non, c'était pas comme, hey, on sait plus quoi faire. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, c'est clair, tu sais. C'est comme OK, j'ai réalisé que c'était vraiment ça qui me passionnait. Puis
sais, ça a toujours été ça qui nous passionnait, mais aujourd'hui, c'est comme cohérent. Nos produits étaient pertinents avant, mais aujourd'hui, quand tu parles d'Office Vibe, tu sais, pense aux gestionnaires au milieu de la pandémie qui ont perdu, ils étaient assis à côté de leurs équipes, puis maintenant, ils sont du tout à côté de leurs équipes. Ouais, C'était vraiment. comme, soudainement, un Office Vibe était tellement plus important dans leur vie. Même chose pour ShareGate, les entreprises qui avaient été un peu tard dans l'adoption du cloud et dans le déploiement des plateformes comme Office 365 ou Google, ou qui le faisaient à moitié. Tu sais, des gens qui collaborent par courriel, il y en a encore beaucoup, là. Fait que tu te retrouves avec, tu sais, ça fait des années qu'on a aidé des milliers d'organisations à faire cette transition-là. Puis celles qui l'ont fait avant la pandémie, de la bonne façon, étaient contents, tu sais. La quantité d'organisations qui se sont retrouvées à déployer Teams, Slack, à quelques jours après le confinement, c'était un shit show un peu dans ces organisations-là. C'était une catastrophe, là. Puis, tu sais, nous autres, on avait du télétravail un peu avant la pandémie, bien avant la pandémie, là, mais tu sais, c'était rien d'officiel. Tu sais, c'était comme, tu veux travailler de la maison, pas de problème. Mais parce qu'on a toujours été dans, je veux dire, l'ultra flexibilité, puis avant la pandémie, on avait une petite équipe de comme 22, 24 personnes. Puis, ce qui arrive, c'est que vu qu'on était déjà installés, mais les gens travaillaient pas de la maison parce que c'était marginal, puis ils étaient comme, je veux voir le monde, puis tu sais, Slack, je l'utilise, mais je préfère être en présentiel. Ben, les gens venaient au bureau, mais on était organisé à la maison. Fait que quand est arrivé comme le 13-14 mars 2020, on a dit au monde, ben, flyer à la maison, ben, il y avait déjà leur clavier, souris, on avait déjà tous les setups de Slack, de Drive, tu sais, c'était comme, ben, demain, tu fais juste plus rentrer au bureau, puis ça va être ça pour les prochains mois. C'est comme, c'est réglé, là. Mais quand t'es tellement loin en arrière, puis que la seule façon de communiquer, c'est cogner à la porte, ben là, c'est là que ça te prend des années ou une quantité d'argent phénoménale là, pour traverser le pont, là. Ben, pour des entreprises comme la tienne et Gsoft, tu sais, je peux parler dans notre cas, nous aussi, tu sais, travailler de la maison, ça arrivait, là, tu sais, il y a plein de gens qui le faisaient, puis, mais on n'était pas une entreprise distribuée comme on l'est aujourd'hui. Tu sais, nous, on a fait la transition, mais quand j'ai annoncé à l'entreprise qu'on fermait les bureaux, je l'ai fait 2-3 jours avant que le gouvernement l'annonce. Fait que nous, on avait comme un peu anticipé la chose, on s'était dit, ben, rendu là, faut se lancer. Mais les gens étaient inquiets, là. Tu sais, nous, on est une entreprise technologique qui bâtit des outils technologiques, qui est déjà hyper, tout est en place. Et pour nous, ça l'inquiétait beaucoup de gens parce qu'on avait développé des habitudes de travail qui étaient en personne et il y avait une dépendance énorme à être physiquement dans les mêmes bureaux. Puis à un certain point, le constat que j'en ai fait, c'est que c'était problématique. Fait que pour nous, non seulement pour nos produits, mais juste pour nous comme organisation, d'avoir les outils, c'était une chose. Maintenant, c'était comme comment on collabore ensemble, comment on communique, comment on travaille de manière asynchrone, tu sais, aujourd'hui, on embauche même des gens, il y a des gens chez Gsoft qui habitent à Vancouver, à Winnipeg. Fait que là, on est rendu sur différents fuseaux horaires. Les méthodes de travail qu'on avait avant fonctionnaient pas. Fonctionnaient, tu sais, on était une entreprise quand même. On était là, on était en santé pareil, mais on était tellement pas à notre meilleur. Pour aujourd'hui, je réalise le constat, là, aujourd'hui, c'est on est non seulement plus performant, mais j'ai l'impression qu'on s'est donné aussi des conditions de travail, une qualité de vie qui est mieux qu'avant, puis on travaille plus fort et plus productif qu'avant. Il y a comme je trouve que c'est gagnant sur tous les fronts. Puis oui, t'as tout le côté, OK, mais comment on vit la culture, comment on connecte, ça c'est la question que personne n'a la réponse encore. Puis je pense qu'à ce stade-ci, moi, ce que j'en pense, c'est je pense qu'on doit accepter que ça ne sera plus pareil comme avant. Il faut accepter qu'il y a des choses qui vont changer. Puis dans tous les choix qu'on fait dans la vie, il y a des pour et des contre. Aujourd'hui, les conditions de travail, le travail, mettons, travail à distance ou hybride, amène des bons côtés, mais amène peut-être aussi des mauvais côtés. Puis j'appelle ça des mauvais côtés. Je pense que c'est juste c'est des choses que tu peux peut-être moins faire. Ouais. Et aujourd'hui, on est tous un peu en train de se gratter la tête à OK, mais comment on garde des connexions humaines, vivantes, comment on garde ce lien-là? Puis je pense qu'on tire bien notre épingle du jeu
jusqu'à date, là, mais j'ai pas la prétention qu'on a trouvé La secret sauce, là, parfaite, là. Mais en même temps, je suis comme, OK, on a peut-être moins de 5 à 7 qu'avant, puis il y a peut-être moins on est moins au bureau, puis on a un super beau bureau, mais aujourd'hui, on a une flexibilité, on a une qualité de vie, tu sais, je veux dire, la quantité de gens qui ont sauvé des heures de trafic par semaine, ces heures de trafic-là qui servaient à peu près à rien, maintenant, se sont peut-être transformées en plus de temps avec leurs enfants ou juste plus de temps pour Faire du sport. faire d'autres choses, faire du sport ou juste comme pas perdre de temps. Tu sais, ça, c'est une chose, là, mais ça vaut de l'or, là, tu sais. Ça vaut plus qu'un 5 à 7. Là. Fait que c'est là que, pour moi, il y a des pour et des contre. Faut juste accepter qu'aujourd'hui, c'est différent. Puis, si on reste attaché à ce que c'était avant, c'est là qu'on va être malheureux parce que ce qui va arriver, c'est qu'on va se mettre à émuler. On va essayer d'émuler ce qui se faisait avant à travers. Tu sais, c'est comme faire des 5 à 7 sur Zoom. C'est correct, là. Pendant la pandémie, c'était cute. C'était correct quand tout le monde avait peur de la COVID puis que c'était le démon en personne puis personne ne voulait approcher personne, là. Mais tu sais, là, avec ce qu'on sait puis les conditions sanitaires puis la vaccination, tu sais, ouais, on va se passer d'un 5 à 7 en Zoom pour dire on va en faire 1 ou 3 mois puis on va se voir en personne, là. Exact. Fait que, Ouais. regarde, on est allé dans plein de sujets en même temps, mais pour revenir à G-Stuff, aujourd'hui, on se retrouve avec 3 beaux produits, un nouveau en construction. On est une entreprise, je pense qu'on est on est rendu 375 personnes. On travaille, des gens qui travaillent à différents endroits au Canada. C'est sûr, beaucoup au Québec, à Montréal et dans les environs. Mais on a des gens un peu partout dans le pays, ce qui est quand même nouveau, parce que maintenant, on est une entreprise distribuée. On a pris cette décision-là en août 2020, quelques mois après le déclenchement du confinement. On a des revenus, on a dépassé le 100 millions de revenus annuels. Puis aujourd'hui, ben, on focus principalement sur l'expérience employée. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expérience du travail et de bâtir un portfolio de produits qui viennent en synergie venir amener cette expérience-là à un autre niveau. Et une petite particularité que les gens ne réalisent pas toujours, mais G-Soft, c'est aussi une entreprise qui est aujourd'hui 100% indépendante. On est 3 propriétaires de l'entreprise. On n'a jamais fait de levée de financement. On n'a pas de dette. On a un parcours quand même atypique là, pour ceux qui suivent les TechCrunch de ce monde. Là. Ouais. Lever 10 millions de dollars sur une napkin, là, ça a été ça pendant bien des années là, pour les compagnies de tech. Là. Mais c'est toujours un désir un besoin, un désir de croissance qui est tout à fait logique, là, mais qui force les entreprises à lever de l'argent, donc de créer des attentes plus élevées sur leurs épaules. Tu sais, c'est la game pour beaucoup d'entreprises, et je la comprends. Tu peux pas, quand tu as une question quand il faut que tu bâtisses un produit, puis tu es en compétition avec d'autres, puis c'est une question de timing, puis c'est une course, ben tu iras pas chercher 50, 100, 150 employés, des gens en engineering, en leur donnant de l'amour et de l'eau fraîche. Tu sais, c'est comme faut qu'ils payent. Et payer, ben, tu vas pas chercher un prêt à la caisse populaire. C'est clair. Fait que tu sais, ce contexte-là, je le comprends. Dans notre cas, G-Soft, on a comme eu la patience, puis c'est circonstanciel, là. G-Soft a commencé comme entreprise de service. On n'était pas dans une course à créer quelque chose de très précis. Comme je l'ai dit au début, on avait un idéal, puis c'était même pas encore clair comment on allait le matérialiser, cet idéal-là. Fait qu'on a démarré un peu hey, regarde, on va commencer quelque part, on va faire du service. À un certain point, on a dit on va bâtir nos propres produits. On a trouvé notre filon, puis graduellement,
Le service a permis de financer les produits. Le service a financé ShareGate. ShareGate a financé Office Vibe. Et à un certain point, ben, la machine était partie. Fait que, tu sais, si on avait été pressé jour 1, je sais pas si je sais pas si ça aurait été ça aurait été le même parcours. Mais aujourd'hui, je peux dire que je l'apprécie. Tu sais, c'est une chance énorme après 17 ans d'avoir cette indépendance-là, d'avoir réussi à bootstrap, puis d'avoir les moyens de nos ambitions. Parce que ça, je le dis, les gens me demandent, tu lèverais-tu l'argent? Moi, lever de l'argent, c'est une question. Est-ce que tu as les moyens de tes ambitions? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu sais, demain matin, si je vais acheter une entreprise qui coûte des centaines de millions, ben, tu sais, on a de l'argent, mais à un certain point, tu peux ne pas. Faut être logique et conséquent avec ce qu'on a là. Faut que tu la. Puis si on en a besoin, on va le faire. Aujourd'hui, on n'a pas besoin parce qu'on a toujours eu les moyens de nos ambitions. Et puis je suis content même de ne pas avoir eu cet argent-là quand j'avais 20 ans. Je pense pas que j'aurais fait de quoi de bien avec. Ouais. Mais ça reste que ça nous a permis pendant 17 ans de se solidifier, de créer de la valeur, énormément de valeur, d'avoir des super beaux produits. Aujourd'hui, ben, on arrive après 17 ans, on n'a jamais eu encore besoin d'utiliser cet outil-là, ce levier-là. Mais ce levier-là n'aurait pas la même valeur pour nous après 17 ans. Là, on peut se permettre d'imaginer des choses qui me font quasiment peur à moi-même d'imaginer, mais ça, c'est correct. Là, Ça reste dans la projection puis dans la conquête du futur. Hey! On est présentement à la moitié du podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Assurez-vous de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, puis vous abonner à notre infolette. On donne toujours du super bon contenu, pas de spam, promis. Donc, la meilleure de la discussion est à venir. N'hésitez pas à écouter la deuxième partie. Merci. Je t'avance tout de suite avec un point que, pour moi, en fait, c'était la prémisse du podcast. Puis, tu sais, je te remercie d'avoir ouvert plein de portes puis plein de sujets. Je pense que c'est full intéressant. Tu sais, t'es un gars extrêmement intelligent, knowledgeable. J'ai eu la chance de découvrir à l'école d'entrepreneurship de Beauce encore plus. Mais, tu sais, pour moi, ce qui m'a vraiment, je veux dire, ce qui a distingué Simon Deben puis Gsoft du reste des entreprises, ben, c'est surtout tu l'as mentionné à quelques reprises, tu sais, ce désir-là de créer des outils pour des gens. Puis, il y avait comme deux choses, là. Il y a une quote que j'avais de toi qui était « Créer des produits qui rassemblent les gens à toujours faire partie de l'ADN de Gsoft, puis en retour, répondre directement à leurs besoins, puis affiner leur expérience de travail globale. » Fait que, tu sais, ce que j'ai compris de ça, ce que je comprends aussi du personnage, mais c'est la personne que t'es, c'est que, tu sais, vous bâtissez des choses pas pour des besoins qui sont non fondés ou juste parce que ça a l'air d'une fausse bonne idée. C'est souvent ça, en fait, qu'on a vu, là. Tu sais, moi, j'aime bien ça écouter dans les Dragons, Shark Tank, Dragon's Den, puis des fois, on voit des idées arriver, puis t'es comme, ça répond à quoi comme besoin? C'est quoi la logique en arrière de ça? Qui c'est qui s'est assis à table à dessin puis qui a dit que ça, c'était une bonne idée? Tu sais, souvent, on parle d'une fausse bonne idée. Puis, moi, ce que j'aimerais, c'est, toi, comme dirigeant d'entreprise, puis là, évidemment, on pourrait passer 8 podcasts juste pour parler de votre histoire, là, puis comment vous êtes rendu à 375, c'est pas tant le but. C'est que toi, t'es parti comme dirigeant de Gsoft, comme CEO de Gsoft, à laisser ta place comme directeur général ou en fait, on va dire head decision de l'entreprise pour retourner aux planches à dessin puis redevenir, dans le fond, le créateur que tu étais à la base de Gsoft. Ça s'est fait quand même récemment. Tu sais, j'aimerais ça, mettons, c'est un peu la prémisse, comment vous faites pour bâtir des outils de l'avenir. Pour bâtir des outils de l'avenir, faut que tu ailles aussi la vision de l'avenir. Fait que c'est ça que tu es en train de faire en ce moment. Fait que comment un peu te dessiner le portrait de dire, ben, je laisse ma place, mettons, comme ultime décisionnel ou en fait, comme, on va dire, comme directeur général de l'entreprise, puis je prends la place que je retourne dans l'espèce de G-Lab ou je sais pas comment vous l'avez appelé, mais votre laboratoire de création, qu'on pense à l'avenir. Fait que ça a été quoi un peu ce thought process-là? Aujourd'hui, comment ça l'opère, cette machine-là, pour penser à l'avenir, aux futurs outils qu'on va avoir de besoin? Ouais, ben en fait, pour la décision qui a été prise, tu sais, le rôle de CEO quand t'es 3, quand t'es 50, quand t'es 150, quand t'es 350, c'est un rôle qui évolue beaucoup. Puis
après, quoi, ça faisait... Ce rôle-là, je veux dire, je l'ai appris. J'ai fait beaucoup de choses pour la première fois à chaque année. À chaque fois que l'entreprise a avancé et progressé. Puis, je pense qu'à un certain point, ça s'est éloigné de ce qui me fait vibrer, tu sais, de ce qui va chercher le meilleur de moi. Moi, j'aime créer des choses. Ma tête est toujours en mode création, imaginer des choses. Et j'ai un amour profond pour la création de produits. J'aime partir d'une idée puis imaginer le chemin pour créer. C'est-tu sur des choses que t'as dans ta réalité, dans ton quotidien, que tu t'es comme, ah ouais, il me semble qu'on fait ça, mais c'est pas une bonne manière de le faire? Est-ce que c'est parce que c'est des choses que les gens te disent? Est-ce que c'est des choses que tu remarques chez tes clients? Comment, c'est un peu quoi le thought process en vrai de ça? Ouais, je finis le bout pour la transition du rôle. J'étais arrivé à un point où est-ce que j'étais plus à mon meilleur. J'étais pas nécessairement heureux dans un rôle très opérationnel. Je pense que j'ai encore une capacité de stratège et de visionnaire d'une entreprise. Je suis capable d'imaginer à quoi GSoft peut ressembler. Ma tête est toujours là-dedans. Mais opérer l'entreprise qui a pris cette ampleur-là, il y a des gens qui adorent faire ça, qui le font beaucoup mieux que moi. Et j'ai eu la chance de croiser Martin Gourdeau dans ma vie. Puis c'est vraiment un hasard qui la vie des fois, encore une fois, elle t'envoie des signaux, un sourire là. Puis des fois, puis dans ce cas-ci, j'ai trouvé quelqu'un qui était extrêmement complémentaire. Et ça m'a permis de retourner là où je suis, je crois, le meilleur et le plus heureux. Et maintenant, ben, je suis dans une espèce de quest de comment on permet à un GSoft d'être une entreprise qui a la capacité de se réinventer. Tu sais, c'est dur de faire un produit à succès. Imagine en faire deux. Ouais. Juste ça, là, Sugargate et Office Vibe, ça tombe quasiment un miracle, tu sais. Puis, tu sais, il y a des gens, toute leur vie, vont tout faire pour en faire un, puis ça marchera pas. Nous, on en a deux qui sont, hors de tout doute, des succès. On s'entend, ils peuvent toujours être mieux, mais je suis capable aujourd'hui de dire, je pense que c'est des succès. Ouais. Puis ils vont être des plus grands succès dans le futur, mais à ce stade-ci, c'est assez impressionnant comment ces produits-là ont... Mais une fois qu'ils sont là, ces produits-là, déjà qu'on était chanceux d'en avoir deux, imagine un troisième, un quatrième, un cinquième. Puis, la capacité de se réinventer, c'est ce qui va permettre à un GSoft d'être une entreprise qui peut exister dans un autre 10, 15, 20, 25 ans. Et ça, pour moi, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est ce qui me garde éveillé le plus, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est là où je crois que j'ai le plus d'impact. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de retourner, de me remettre les mains dans la création des produits. Et le lab, c'est un endroit qui... je dirais que les gens, des fois, ils pensent à un lab, c'est souvent très... je sais pas, académique, là, on fait de la recherche fondamentale, puis... Faut pas mélanger les choses. Dans notre cas, le lab GSoft, c'est plutôt je le vois plutôt comme une petite start-up au sein de GSoft. On est une petite start-up qui très pragmatique, dans le concret. On regarde les opportunités dans le marché, on regarde où on peut avoir un impact, où est-ce qu'on peut créer de la valeur et comment on peut bonifier le portfolio GSoft, et on se lance. Fait qu'on est, on retourne un peu où on était dans les débuts de Sugargate, dans les débuts d'Office Vibe. Puis évidemment, on pourra jamais retourner là parce que c'était une toute autre époque. C'était pas du tout les mêmes enjeux pour une entreprise comme GSoft. Mais c'est le plus proche que je peux les comparer. Fait qu'on est une petite start-up, puis on essaye on est un peu pas à l'écart parce qu'on est chez GSoft, on est chez GSoft, mais on essaie de créer une équipe qui est un peu, qui est pas sur le critical path de la progression des produits à succès qu'on a.
Fait qu'on est un peu à l'extérieur des opérations normales de l'entreprise. Et ça nous donne un peu plus de liberté, de l'espace pour créer. Ça nous donne le droit d'essayer des choses qu'on pourrait peut-être pas se permettre dans le contexte d'un ShareGate et un Office Vibe. Ah ouais. Et du même coup, ça nous permet aussi, l'avantage qu'on a de le faire au sein de GSoft, c'est que ça nous permet aussi d'utiliser la connaissance, les clients de GSoft, tous les assets, tout ce qu'on a accumulé depuis 17 ans, ben ça devient des leviers pour accélérer la croissance. Parce que quand tu pars de rien, tout est à bâtir. Quand tu pars un nouveau produit au sein d'une entreprise, ben tu as plein de choses à ta disposition qui sont habituellement là pour t'aider à le faire plus rapidement et mieux. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'honnêtement, toutes les entreprises qu'on admire, pense à une entreprise, ils ont tout un peu ce défi-là. La plupart ils ont eu beaucoup de succès avec un de leurs produits. Puis après ça, de sortir un peu de l'ombre de ce produit-là, c'est vraiment difficile. Fait que tu penses à je pense à n'importe quelle entreprise, un Google, tu sais, il fait plein de choses Google, mais grosse dépendance aux ads. Je pense que Airbnb qui a essayé plein de choses autour, mais ça reste que le core business demeure le stream de revenus. Fait que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça reste que c'est un contexte quand même intéressant. Puis j'apprends là-dedans, ça va faire bientôt 2 ans. Ça fait 1 an et ouais, ça va faire en janvier, ça va faire 2 ans. Puis tu sais, ça a été difficile, là. Tu sais, moi j'arrivais d'un rôle plus opérationnel, plus macro, plus puis là je me mets, tu sais, je me mets les mains, tu sais, j'ai un peu réaligné ce que le lab voulait dire pour GSoft. Je pense qu'on a appris beaucoup, moi inclus, dans les 2 dernières années. Puis là, ce qui est exceptionnel, c'est que Guillaume a maintenant joint le lab. Guillaume, c'est lui qui a été un peu la personne derrière Office Vibe. Tu sais, c'était son bébé, là. Lui, il était focus 100% sur Office Vibe. Puis là, il a fait la transition au lab avec moi pour venir bâtir le futur de GSoft. Fait que on se retrouve un peu là, après toutes ces années. C'est fou. Aujourd'hui, ben, on bâtit des nouveaux produits et on se croise les doigts que ça nous amène quelque part. J'en parle souvent, là, mais tu as l'impression que quand tu le fais, c'est plus facile de le refaire. Ce qui est comme vrai un peu, parce que tu l'as fait. Tu reconnais des patterns, tu reconnais des choses. T'évites certains murs parce que tu l'as déjà vu. Mais c'est pas si simple que ça. Tu sais, chaque produit est une nouvelle ascension, de nouvelles montagnes avec des nouveaux attributs. Et en fait, je pense que c'est aussi c'est la prémisse d'être en affaires, là, dans le sens que il y a des gens qui bâtissent, toi, c'est des produits à l'intérieur de votre entreprise, puis il y en a qui c'est de bâtir des nouvelles entreprises ou de reprendre des entreprises puis de les optimiser. Mais dans votre cas, c'est toutes des entreprises indépendantes, dans le sens que quelqu'un qui préfère affaire avec ShareGate pourrait pas nécessairement savoir que il y a Office Vibe puis SoftStart, puis je préfère faire avec SoftStart, mais dans votre environnement, vous le prononcez que ça fait toute partie de la même famille, là, mais en soi, c'est comme si c'était 3 compagnies indépendantes, là, presque. Là. Fait que ça a presque typiquement les enjeux, comme tu disais, d'une startup à chaque fois, parce que Office Vibe, quand c'était le jour 1 d'Office Vibe, ça générait presque aucun revenu, puis c'était ShareGate qui amenait tout l'argent au moulin. Fait que tu y vas vraiment en mode justement bootstrap, startup, là tu grosses tranquillement pas vite, tu essaies de faire des moves qui sont calculés. Mais là, les produits étaient très indépendants. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vraiment des équipes c'est comme si GSoft était plus un holding avec des startups à l'intérieur. On a fait une restructuration importante dans l'entreprise. C'est une structure maintenant qui est fonctionnelle.
Fait que maintenant, on est One G-Soft. C'est une entreprise avec différents produits, mais on travaille. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est tous amenés à intervenir sur tous les produits. Fait qu'on a essayé de briser ces silos-là parce qu'on a vraiment un désir de créer un portfolio de produits qui est en synergie. On veut pas être un holding company avec plein de inc différentes, de gens qui se parlent pas. C'est pas ce que G-Soft veut être. Ouais. Ça n'a jamais été ce qu'on voulait être. C'est plus comme par la force des choses, juste quand tu es en mode survie, à un moment donné, quand tu veux amener tes produits quelque part, tu penses plus. Puis à un certain point, ça l'a créé ce que ça l'a créé. Puis c'est un peu ce qu'on a commencé à changer dans les dernières années. Puis on veut le faire encore plus. C'est pour moi, G-Soft, c'est un portfolio de produits en synergie qui couvre différents aspects du spectre de l'expérience employée. Et je veux qu'il y ait de manière naturelle une transition d'un produit à l'autre. Fait que comment ça va se faire? On travaille très fort là-dessus. Puis le marché va certainement en entendre parler dans les prochains mois et prochaines années. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, si on revient à l'idée de départ, vous voulez créer des nouveaux produits, vous voulez créer des produits aussi qui fit pour l'avenir du travail. Comment est-ce que vous trouvez cette espèce d'étincelle-là, cette bougie d'allumage, cette espèce d'idée-là qui fait que ça distribue les bonnes des moins bonnes idées? Tu sais, SoftStart a déjà été une idée, Office Vibe a déjà été une idée. Le nouveau produit que vous allez sortir là, bientôt, a été une idée. Comment est-ce que vous faites justement pour un peu placer tout ça ensemble et dire, OK, ça c'est bon, ça c'est moins bon, puis on brainstorm ensemble, puis on avance là-dessus? Ben, les produits qu'on a bâtis, pour être bien honnête, là, c'est toutes des idées qui sont arrivées par accident. C'est toutes des... puis je dis par accident, puis c'est pas non plus juste le hasard, puis la vie fait bien les choses, je pense, quand tu observes bien autour de toi. Et quand, tu sais, je veux dire, quand t'as les bons réflexes, certaines choses, certaines idées par accident vont se produire et ça va t'amener quelque part. Dans le cas du ShareGate, tu sais, c'est Sébastien en 2009 qui est revenu au bureau. Il venait de voir une démo chez un client d'un autre fournisseur qui venait présenter une solution très complexe qui faisait quelque chose dans Microsoft SharePoint. Et Seb a tout simplement observé et réalisé qu'il y avait un des aspects qui était vraiment trop compliqué. Seb est revenu au bureau et il dit hey gang, je pense qu'on pourrait faire ça vraiment plus simplement. Et on a fait comme go, essayons-le, et ShareGate est né. Office Vibe, ben c'est plein de petites choses accumulées ensemble qui nous ont amenés à réaliser qu'il y avait un potentiel d'un peu de créer un produit pour partager cette passion autour de la culture d'entreprise. On avait fait, nous, en 2013, une solution maison qui ressemblait beaucoup à ce qu'on a vu dans la version 1 de Office Vibe. On l'avait fait pour nous à l'interne. C'était une manière pour nous de vivre la culture G-Soft. C'était une gamification qui amenait les gens à s'impliquer davantage sur plein d'initiatives dans l'entreprise. On l'a fait maison, on a hacké un site web interne et quelques mois plus tard, ben on a repris un peu le concept. On a lancé Office Vibe version 1 et ça nous a lancé. Dans le cadre de SoftStart, ben c'est le lab quand j'étais même pas là, qui avait analysé le marché, qui avait vu des opportunités autour de l'onboarding. Ça a donné aussi que chez G-Soft, notre onboarding se faisait dans Trello et c'était toujours tout croche, c'était toujours pas à jour. C'était l'onboarding comme on voit sûrement dans beaucoup d'entreprises. Et c'était une bonne idée de le régler une fois pour toutes. Dans le cadre du projet qu'on est en train de faire là, qui est quoi à peu près, là, mettons, là? Les grandes lignes. Là. Ouais, les grandes lignes, là, c'est le constat aujourd'hui, c'est que
sais, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a en ce moment, les entreprises s'arrachent toutes un peu les cheveux là, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le talent nécessaire pour accomplir leurs ambitions. Puis, moi, ma vision de ça, c'est que je crois que la plupart des entreprises ont le potentiel de faire beaucoup plus qu'elles s'imaginent. Elles ont beaucoup plus de talent entre leurs mains qu'elles peuvent l'imaginer. Et moi, j'ai envie de bâtir un produit qui va aider les entreprises à réaliser ça. Donc, on est en train de faire une technologie qui va permettre à une organisation de mapper toutes les compétences qu'elles ont. Donc, je suis capable de dire telle personne est capable de faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle autre personne est capable de faire. Puis, on a déjà vu ça, là, quand on remplit notre profil LinkedIn, on est capable de mettre nos compétences et c'est jamais à jour. Puis, on met certainement pas toutes les compétences qu'on a parce que LinkedIn, c'est quelque chose d'un peu plus public. Fait que c'est plus disons, léché. On se contente de l'essentiel pour pas non plus exagérer dans notre profil. Mais et c'est long faire ça. Fait que dans notre cas, on a une technologie qui aide les organisations à mapper les compétences de tous les employés en très, 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 très rapidement. Et ça permet par la suite de comprendre sont où les gaps, qui est bon dans quoi. Si tu cherches du talent pour t'aider, tu as besoin de quelqu'un qui est bon dans quelque chose, ben quand tu arrives à 200-300 employés, là, je te jure que tu n'as aucune idée qui peuvent t'aider. Tu sais, les gens que tu connais, tu vas être capable de penser à eux, mais il y a souvent beaucoup plus de gens qui pourraient venir t'aider, mais tu n'en es pas conscient. C'est clair. Puis, fait qu'on veut placer le talent aux endroits spécifiques. Là, au lieu de dire, exemple, on va embaucher quelqu'un à l'extérieur, mettons, qui connaît du Python, par exemple. Là. Mais peut-être que tu es une entreprise de 71 personnes qui dit « Eh boy, j'ai 2 personnes qui sont bons là-dedans. » Mais tu ne prendras pas le temps de faire un meeting avec tout le monde puis de dire qui est bon en Python parce que je veux faire un side project, blablabla. Ça peut s'appliquer à ce genre d'exemple-là, mettons. Oui, puis une fois que tu connais les compétences des gens et à quel niveau ils se situent dans chacune des compétences, bien là, tu es capable de former des meilleures équipes. Parce que là, tu vas être capable de créer des équipes beaucoup plus complémentaires. Tu es capable d'aider, de mentorer les gens parce que là, tu sais qui est bon, très bon dans quelque chose et qui a envie de le devenir. Tu es capable de matcher ces gens-là ensemble. Tu es capable de diriger les gens vers de la meilleure formation parce que là, tu sais dans quoi ils veulent se développer, tu sais dans quoi ils ont peut-être un retard. Puis là, tu peux diriger un peu mieux la formation. Tu es capable d'aider les gens à voir qu'est-ce qui les attend devant eux en termes de c'est quoi le prochain rôle qui pourrait être bon pour toi, c'est quoi les skills que tu devrais développer pour aller chercher tel rôle dans l'organisation. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on fait aujourd'hui. Ça existe, là. Mais c'est souvent, il y a des softwares qui existent aujourd'hui qui sont bâtis pour la très grande entreprise. Puis nous, le constat qu'on a fait, c'est que les SMB, là, les entreprises de 100 à 1000 personnes, là, il n'y a pas d'outils simples, faciles à déployer qui te permet d'avoir accès à ces fonctionnalités-là. Fait que, mais tout ça revient à l'idée de j'ai une croyance profonde que les entreprises sont capables de faire beaucoup plus qu'elles le pensent. Et ça touche au contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Et juste comme le talent, le bon talent est rare, est difficile à trouver. Et les entreprises devront apprendre à faire plus avec moins. Mais faire plus avec moins, c'est aussi d'être capable de voir plus clair sur qui, ultimement, hey, je l'ai le talent, j'étais juste pas conscient de ça. Et d'où c'est parti? C'est ça qui est, encore une fois, un accident, mais c'est un accident où on crée notre luck, mais il y a 2-3 ans, j'ai un de mes collègues Étienne, qui est un scientifique de données qui s'amusait à bâtir, il a monté une expérimentation où est-ce qu'il allait chercher toutes les conversations des channels publics dans Slack. Donc, toutes les channels qu'on a tous accès et qui était capable, avec son algorithme, de déterminer les compétences selon des gens, selon les discussions qu'elles ont dans Slack. Fait avec ça, tu étais capable dans Slack de taper une commande qui, si tu cherchais quelqu'un qui est bon avec Jira, ben ça te sortait les gens qui ont tendance à parler de Jira. Et ça te donnait un peu un indice de qui a le plus de chances de pouvoir t'aider avec ça. Et
ça faisait quand même un bout qu'il travaillait là-dessus. Puis c'est un algorithme qui est comme resté. On l'a testé. Puis à un moment donné, ben, il y a un client potentiel qui nous a approché puis qui nous a dit, on vient de faire une grosse acquisition. Puis là, on se retrouve à un moment où est-ce tous les gens qui joignent, on n'a aucune idée. Ils arrivent avec quel bagage, ils arrivent avec quelles compétences, puis ça crée un peu des silos. Fait que c'est plus cette discussion-là, ça a été un peu le aha moment de comme, OK, il y a quelque chose là. Puis ça donne aujourd'hui que avec le contexte du marché, ben tu réalises que les gens qui quittent une job, c'est souvent absence de progression dans leur rôle ou le salaire. Fait que c'est une des deux causes principales. Ben absence de progression, ben OK, ben il y a quelque chose là. Puis avec la pénurie de main-d'œuvre, fait que c'est là que quand je dis d'être capable d'observer, puis je pense que on le fait beaucoup là, c'est on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. On est plus intentionnel qu'on l'était dans le passé. Dans le passé, GSoft c'était un peu plus une île, on a une petite île déserte là, puis on faisait nos choses, puis Sugar et Office Vibe sont comme nés de désir en nous de faire ça avec un peu de constat autour de nous dans le marché. Aujourd'hui, GSoft, après 17 ans, on est beaucoup plus comme on lit tout ce qui se passe dans le marché, on comprend le marché va où, le HR Tech s'en va où, le IT Cloud s'en va où. Et évidemment, ça t'aide à connecter les dots quand tu vois des choses se passer devant toi. Puis à un moment donné, puis à la fin de la journée, là, c'est même plus une question d'idées. Tu sais, quelles sont les idées qui passent, lesquelles passent pas. C'est pas les idées qui manquent. Les idées, là, il y en a plein. Non, mais non. C'est l'exécution qui est difficile. Puis ça va toujours le rester. Fait qu'aujourd'hui, on est une grande équipe, mais on n'a pas les moyens de s'attaquer à 50 idées en même temps. Fait que quand on fait nos choix d'idées, c'est celles qui sont les plus celles avec lesquelles on est les plus passionnés, définitivement, celles qui ont le plus d'impact, qui ont une place dans le marché. Fait qu'on on est assez pragmatique quand on fait ce choix-là. Puis après ça, on sait qu'on se lance pour plusieurs années. Tu sais, Soft Start, on va bientôt faire 1 an et demi. Nouveau produit qui s'en vient, que je peux pas nommer encore le nom, mais tu sais, il va falloir qu'on lui donne l'attention à ce nouveau produit-là. On pourra pas juste le tester pendant un mois, puis on va réaliser qu'il manque encore plein de choses, puis on va passer à un autre produit. Bâtir un produit à succès, là, c'est de la détermination, de l'acharnement. C'est de la détermination pendant des mois, des années, et pour peut-être frapper un mur puis que ça lève pas du tout. Mais aujourd'hui, avez-vous fait en avez-vous fait des produits justement que vous avez lancés puis que parce que tantôt tu parlais, tu sais, faire un produit à succès c'est dur, en faire deux ça tire de l'impossible, 3 puis mais est-ce que vous en avez lancé des produits à travers les 17 dernières années de GSoft que après 3-4 mois vous avez frappé un mur puis vous les avez retirés? On a lancé une quinzaine de produits depuis 17 ans. Puis il y a beaucoup de ces produits-là. Il y en a là-dedans qui n'ont pas fait long feu. Là. Il y a des gens il y a des produits qu'on n'a pas vraiment. Il y en a beaucoup là-dedans qu'on n'a pas vraiment essayé. Tu sais, c'est ça en plus. Là, tu sais, je pense que avec beaucoup de détermination et de l'acharnement, n'importe quoi va finir par lever. Là, tu sais. Ouais. Ben, Quand t'es vraiment aussi passionné de ça, là. Exact. Fait que pour garder pour ne jamais lâcher, t'es mieux d'aimer ce que tu fais. T'es mieux de. Ouais. Fait que, mais dans notre cas, il y en a 2,5 qui ont survécu. On en a un troisième, un quatrième qu'on lance bientôt. C'est sûr qu'il y aurait sûrement plein de choses qu'on pourrait faire, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Mais aujourd'hui, le contexte est assez. Tu sais, on est dans un marché. C'est toute la tendance mode de travail hybride, travail à distance distribué qui est très hot en ce moment. Donc, beaucoup d'opportunités dans les outils technologiques, dans les approches de gestion, dans la façon de collaborer. Il y a toute la pénurie de main-d'œuvre, donc comment aider les entreprises à traverser cette pénurie-là qui n'aura pas de fin. Là, aujourd'hui, on parle de pénurie de main-d'œuvre comme s'il y avait un moment où est-ce que ça allait revenir. Aujourd'hui, il faut juste accepter que
faut faire plus avec moins. Puis il faut développer les compétences. Mais le produit qu'on fait en ce moment s'inscrit là-dedans. Tu sais, les tendances actuelles du marché puis le futur du travail me donnent espoir qu'on est dans la bonne track. Mais il y a plein, en toi puis moi, là, plein de choses que j'aimerais faire aussi. Là. Il y a des produits que je me dis, j'aimerais ça. Puis là, je suis comme, Un exemple. Un exemple. Un exemple. Ben, non, je peux pas. Je peux pas parce que ça va trop. Je peux pas aller là. Mais tu sais, ce qui arrive aujourd'hui, c'est les marchés sont compétitifs. Et là, je suis comme, on se lance là-dedans, là, on s'en va se battre contre les plus gros, là. Puis là, c'est comme, on se bat contre des entreprises qui ont levé pas 50 millions, des entreprises qui ont levé 300-400 millions. Puis là, tu te dis, ben, si un G-Soft se permet pas de faire ça, qui va se permettre de le faire? Tu sais, je vais te demander, c'est quoi que ça prend pour te lancer dans la grosse compétition? Ben, tu sais, ça va peut-être passer à travers une acquisition plus gros que vous, ça va peut-être passer à travers, ben, à un moment donné, vous trouvez le filon parfait, puis, c'est ça, c'est un peu comme les produits qui sont nés chez G-Soft, sont nés d'idées croisées ou de trucs que vous avez vus. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez pogner le filon parfait puis vous allez l'exploiter. Si je peux juste rebondir là-dessus sur ce que tu dis, on a des clients, on voit plein de projets, on a vu des centaines, des milliers de projets dans les 6 dernières années, puis on en a vu des clients qui arrivent avec des idées de grandeur, avec des produits qui sont très... pas des produits, mais mettons des entreprises style SaaS qui se battent contre des Slack de ce monde, qui se battent contre même Google de ce monde en partie. Puis je trouve que les gens, des fois, sont pas lucides par rapport à la vraie compétition que peut donner les géants de ce monde. Puis surtout, je pense que quand t'es pas grandé là-dedans, tu comprends pas que, mettons, ton compétiteur met 5 millions de dollars US par mois de budget publicitaire, puis tu arrives avec ton tire-poids avec 3-4 000 dollars de budget publicitaire, à un moment donné, il y a aussi la capacité d'être capable de parler au marché, de répandre la bonne nouvelle, puis tout ça. Puis quand tu es comme le deuxième, le troisième ou le quatrième qui fait la même chose dans un même marché, ça a moins d'impact que quand tu es le premier. Je pense aussi que c'est ça qui est intéressant que vous avez avec vos solutions. C'est que je pense pas que vous êtes nécessairement le premier parce qu'il y a des alternatives, il y a des variations. Mettons à SoftStart, il y a des alternatives qui existent. Sauf que je pense que vous êtes les premiers, surtout avec Office Vibe, à penser à la solution très simpliste qui va réduire du temps puis enlever des casse-têtes pour les gens. Moi, quand j'ai vu Office Vibe la première fois, là, je me souviens, c'était au Salon Stratégie PME, au Palais des Congrès, il y a 5-6 ans, puis ils donnaient des bas. J'ai encore des bas bleus et blancs Office Vibe, c'était le petit gear de Trade Show. Puis ils me disaient, tu sais, nous autres, là, on a Disney qui utilise Office Vibe. J'étais comme, pourquoi Disney utiliserait Office Vibe? Puis là, j'essayais de comprendre. J'étais comme, mais Disney sont capables de se payer des tools maison puis des affaires bien plus grosses, bien plus dispendieuses puis plus développées que ce qu'une petite boîte à Montréal fait. Mais vous avez trouvé la façon de le rendre simple et viable pour le management team, le HR team. Tu arrives sur le dashboard, c'est simple, tu comprends tout, c'est pragmatique. Au lieu de dire, on a une solution tellement complexe qui s'intègre dans un ERP puis que ça finit plus, là. Je trouve que vous êtes les premiers. Dans un marché compétitif, vous êtes les premiers à arriver avec une solution qui était comme OK, c'est clair, là, c'est palpable, je peux le donner facilement à mon HR department qui vont pouvoir le owner. Là. C'est ça notre différenciateur, tu sais. Puis on pourrait toujours le faire mieux, là, mais c'est ce qui nous a permis de gagner avec ShareGate, avec Office Vibe, avec les futurs produits qu'on va bâtir. La simplicité, l'acceptation qu'on ne pourra pas faire la course aux features, l'acceptation que si tu as une armée de développeurs, tu as 500 développeurs, tu es capable de sortir toutes les fonctionnalités pour avoir la grille complète que la personne peut se checker tout. Nous, on a fait un choix conscient qu'on va en fournir des fonctionnalités. On ne va non plus avoir rien. Mais on fait le choix de se concentrer sur celles qui ont le plus d'impact, le plus d'importance. Et on a toujours mis l'accent sur l'esthétisme dans ce qu'on fait,
la qualité du UX, du UI. Le beau a toujours été important pour nous. Euh, et, euh, et je crois que c'est ce qui nous a permis de se positionner, d'avoir une place dans le marché. Mais c'est des bons exemples que tu as donnés. Mettre 5 000 d'AdWords versus 5 millions. C'est ça le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. Comment tu te bats contre les gros, puis ça, c'est des questions qui, tu sais, je me les pose, puis j'en fais des cauchemars moi-même, puis j'ai les reins solides, là. Fait que je me dis, wow, hein, les compagnies qui partent de rien aujourd'hui, là, c'est pas facile, là. Tu sais, en 2010, là, avec ShareGate, là, on faisait une stratégie de contenu. On avait un blog, on avait des articles tous les semaines dans lesquels on parlait de l'industrie et non pas de nous-mêmes. C'était révolutionnaire en 2010 de pas parler de toi-même sur ton blog puis de devenir une référence avec du contenu. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Comme toutes les stratégies qui nous ont comme starté dans le temps, aujourd'hui, faut y repenser, là. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on peut les faire, mais on a aussi plus de budget pour justement compétitionner avec du ads. Mais ça reste qu'en bout de ligne, faut que tu réussisses à créer une viralité avec ton produit. Sinon, c'est un combat même un Gsoft, tu sais, compagnie qui a des millions à mettre en AdWords, on va toujours être le premier résultat sur Google. C'est un combat que tu veux faire. Tu sais, je dis 5 millions, mais tu sais, souvent, c'est plusieurs plateformes confondues. Fait que tu sais, tu te fais comme, t'arrives une fois sur leur site, puis ça, tu te fais harass, puis sans arrêt, là, leur solution te repop dans les yeux, là. Puis c'est ça la particularité, c'est que, tu sais, je pense qu'il faut être lucide face à ça, puis dire, ben, je vais trouver ma place dans ce marché qui peut être très crowded, là. C'est comme nous, quand on a commencé Rablab, quand on s'est incorporé, quand j'ai sorti mon livre de minutes la première fois, on était la 1185e compagnie de marketing au Québec qui s'incorporait. Tu sais, on s'entend, là, on n'était pas les premiers en avant de la parade, là, mais on a, à travers tout ça, on s'est dit, ben, il y a une place pour nous. Tu sais, on a enligné notre place, puis justement, parce que on est resté lucide dans c'est quoi la place qui nous revient. On sera jamais les plus wise, on sera jamais les meilleurs, parce que tout le monde a sa définition de meilleur. On n'aura jamais le plus de features, un peu comme tu as dit tantôt. On va toujours être sharp, on va toujours bien faire nos choses, on va être transparent, on va bien, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut trouver la trame narrative qui nous ressemble, puis il faut aller à table à dessin avec une lucidité de si j'amène un produit au marché, si je suis le dernier qui arrive avec moi ce produit-là, est-ce que c'est viable et est-ce que, tu sais, je vais être capable de me battre contre les géants de ce monde qui ont probablement déjà pensé à ça, puis qui ont probablement 100 fois le budget que tu as mensuel. Fait que c'était à considérer quand même, là. Ouais, faut innover. On aime innover de notre côté dans l'expérience utilisateur. Puis, Yep. un produit que les gens utilisent pour vrai, c'est mieux qu'un produit qui a tout et que les gens utilisent pas vraiment pour vrai. Fait que c'est... Dans votre cas, vous autres, côté plus service, l'avantage que vous avez en ce moment, c'est avec la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises ont pas le talent. Fait que ont pas le talent pour faire ce que vous êtes supposé de faire. Vous avez c'est sûr que le challenge de trouver le talent, est juste transféré à vous. Mais c'est sûr que quand c'est votre spécialité de faire du marketing, c'est un peu plus attirant de le faire dans une entreprise spécialisée que d'aller je sais pas, là, dans une compagnie d'assurance pour faire du marketing, là, tu sais. Exact, c'est ça. Effectivement. Puis je finis avec un dernier point, pour ça j'ai 2-3 questions à faire super rapidement pour toi. J'ai un parallèle que je voulais faire, là. On était, quand on a commencé Rablab, on utilisait Zoho. Tu dois connaître ça, Zoho, là. C'est une multinationale en Inde, c'est des anciens de chez Salesforce qui ont comme copié un peu le CRM pour qu'ils sont partis plein d'options. Tu sais, Zoho, je trouve que c'est l'exemple parfait d'une entreprise qui n'innovent pas technologiquement puis qui font juste des rip-off copies un peu de ce qui existe déjà puis qu'il n'y a pas l'esthétisme puis le thinking en arrière de la plateforme. Parce que c'est drôle, quand tu vas sur le site de Zoho, on est encore sur le homepage de Zoho parce qu'ils ont fait un case study avec nous en 2017. Tu sais, ça fait des années qu'on n'utilise plus leur solution. Puis Zoho, en fait, ça coûte 30$ par mois US par user pour tout avoir. Zoho Creator, CRM, emailing, project, books, tu peux tout avoir avec Zoho. Puis tu te dis, my God, c'est donc bien pas cher, j'ai rien besoin d'autre à part ça. Puis quand tu l'utilises, c'est vraiment ce que tu viens de dire. Quand tu as une solution que les gens n'utilisent pas, ben les gens ne l'utilisent pas. Dans le sens que, tu
Même si tu crées, eux autres, ils ont toutes les features du monde. Ils ont des API tokens, tu peux connecter les affaires. S'ils l'ont pas, ils vont faire un roadmap pendant 6 mois, ils vont te le créer. Ils font tout. Mais le problème, c'est que vu qu'ils font tout, mais le design puis l'idée a pas été, vu que c'est juste des cheap rip-offs, si on veut, ben, l'idée a pas été conçue dans l'optique d'enrober le consommateur ou d'enrober l'utilisateur qui va vraiment l'utiliser dans le day-to-day. Ben, ça fait malheureusement la pénalité que le UX, il en meurt un petit peu puis que l'utilisateur comme moi, il me semble que c'est pas très versatile puis il me semble que ça répond moyennement à mes besoins. Ben, ça fait que les gens l'utilisent pas à la fin puis ça fait que les gens, ben, ils disent, ça coûte pas cher anyway, je vais débarquer de ça. Fait que c'est ça un peu le danger qui guette le monde, qui veulent juste un peu répliquer ce qui existe déjà en essayant d'en faire une version moins chère ou une version avec un feature de plus. Là. Ouais, Enzo, là. Ouf! Faudrait que tu me payes cher pour que j'utilise ça, là. C'est not Mais my style. quand on était petit, on était 4-5, c'était parfait, là. Ça coûtait 30$ par mois, puis on avait toute la licence, tu sais, c'était correct, là. On ne peut pas se payer HubSpot, on ne peut pas se payer Asana, puis tu sais, tout était trop cher, là. Fait que ça coûtait vraiment très peu. Ça coûtait 150$ à peu près pour 5 users, puis on avait tout. Fait que c'était parfait. Mais ouais, donc, en tout cas, c'était juste un petit aparté par rapport à ça. Mais tu sais, Zoho, c'est immense, là. Ils ont 1 million d'entreprises aujourd'hui. On prend franchi là 1 million d'entreprises mondiales qui utilisent leur software monthly, là. Donc, 1 million de recurring company users. C'est immense, là, mais c'est quand même un genre je vais dire, de version abrégée de ce qui existe déjà, vraiment plus petit, cheap, pas cher. Puis je trouve que c'est pas une bonne solution parce que c'est pas comme ça qu'on innove. On fait juste répliquer de quoi pour que ça coûte moins cher. Puis je pense que ça sert aucun greater purpose. Là. Bref, c'était ma petite montée de lait contre ça. Je pense qu'on est habitué peut-être en tout cas, les entreprises plus modernes, là, on est habitué avec des softwares comme extrêmement nice, là, élégants, les Asana de ce monde, Miro, Slack, tous ces beaux softwares-là, mais on se gâte un peu, là. C'est pas le cas de tout le monde. Puis quand tu regardes l'ensemble des softwares dans le monde entier, la plupart des softwares sont vraiment pas nice. Ouais. Et c'est une opportunité de pouvoir les réinventer. Et je pense que, encore une fois, ça ouvre la porte à plein autant des nouvelles startups que des manières de croître pour des entreprises comme GSoft. Mais c'est sûr qu'on a tendance à se comparer au Slack, au Miro de ce monde, là, mais tu sais, c'est pas la majorité. Non, c'est clair. Il y a plus de Zoho dans le monde que de Slack. Ah, c'est ça. Puis surtout pour les compagnies, tu sais, enterprise level, tu sais, qui ont 2, 3, 4, 5, 6, 10 000 employés, les logiciels qu'ils utilisent, tu sais, des ERP puis des logiciels maison sont laids de manière disproportionnée. Puis là, on n'a même pas commencé à parler aussi du milieu manufacturier, là. Tu sais, on a quelques clients qui sont dans le milieu manufacturier puis utilisent des logiciels internes là, de process, tu sais, les 4 3D pour envoyer les plans puis tout ça, puis c'est épouvantable, là, tu regardes ça, là, puis mes amis qui m'envoient des screenshots, des fois, je sais pas pourquoi vous travaillez avec ça, là, ça a l'air d'être comme de MS-DOS 80, je sais pas trop combien, là, tu sais, c'est catastrophique, mais en même temps, if it ain't broken, don't fix it, c'est un peu ça la mentalité des grosses compagnies comme ça, tu sais, c'est pas pété, il est lettre, mais tout le monde l'utilise, ou tout le monde est forcé d'utiliser, fait pourquoi faire mieux? Mais des GSoft de ce monde vont trouver la réponse dans le futur, puis d'autres entreprises peut-être qui nous écoutent vont trouver peut-être la solution de dire « Hey, on a trouvé mieux, plus élégant, mieux mâché, moins de contournements, moins de problématiques, puis voici la solution. » Il y a beaucoup d'opportunités, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et on a l'impression que tout a été inventé. C'est vrai, beaucoup a été inventé. Ça veut pas dire que ces choses-là peuvent pas être réinventées, mieux faites et s'intégrer mieux dans la vie des gens. Parce qu'à la fin de la journée, les softwares, le travail se passe à travers notre écran là, de plus en plus. Et à travers cet écran-là, ben, il y a une opportunité de créer des softwares qui engagent les gens, qui viennent vraiment agrémenter le travail, puis augmenter juste la productivité et le plaisir de travailler. Ben, ça, pour moi, c'est des opportunités. Il y en a plein d'opportunités. Oui, absolument.
trois questions à rafale, puis après ça, on conclut tout ça. Puis merci énormément pour ton temps, là. Plus long que d'habitude, mais honnêtement, j'aurais fait 2 heures de plus, mais j'ai j'ai deux, trois petites questions. Qu'est-ce que tu penses du futur du travail en quelques phrases, là? Bureau, full remote, hybride. Mettons un constat global macro, là, vu que tu aimes quand même le stock macro, là. Comment tu vois le futur du travail? Est-ce qu'on continue un peu comme en ce moment, genre des méthodes hybrides, puis il y a du monde qui sont fâchés comme Elon Musk, que c'est comme tout le monde au bureau? Ou tu sais, va-t-il avoir une solution qui va genre tout remporter, qui va être hybride, ou est-ce qu'il va y avoir un full retour au bureau, tout le monde va finir remote? Comment tu vois ça? Bah, tu sais, la réponse est... Je pense qu'on s'en va vers un mode hybride. Euh, un mode hybride qui va amener les organisations à mieux collaborer ensemble. Ça va les forcer à le faire. Ça va amener un style de gestion qui est plus axé sur l'autonomie et les résultats. Et ça va amener un contexte de travail où est-ce que it's not about the perks anymore. On va revenir aux sources. C'est une question, ça va revenir à je travaille avec qui, je travaille sur quel projet, est-ce que je suis bien rémunéré, est-ce que je vois une progression ici, est-ce que je peux avancer, est-ce que je peux devenir encore meilleur dans mon art. Puis, euh, puis je pense que ça va créer des entreprises plus saines, plus performantes, ça va créer une qualité de vie très décente pour les gens. Fait que c'est pas sensationnel ce que j'amène ici, là. Je suis comme, on revient à l'essentiel, puis c'est l'essentiel qui compte. C'est souvent les sujets qu'on sont moins sexy sur une de journal, mais c'est ce qui compte à la fin de la journée. Les gens viennent travailler pour le challenge qui les attend. Puis sinon, d'un point de vue économique, je pense que ça a été assez clair dans la dernière année. La résilience, c'est la nouvelle. Des business résilientes, c'est ce qui compte, c'est ce qui permet de traverser les tempêtes. On vit dans un contexte macro extrêmement instable. Et aujourd'hui, là, il y a des gens qui se sont fait pogner un peu là-dedans. Et je peux te garantir qu'ils se laisseront plus. Tu sais, il y a une génération complète qui avait besoin de vivre le gros boss de l'an 2000, là, la bulle qui a pété, là. Là, on l'a vécu, puis je pense qu'on va être bon pour une couple d'années où est-ce que la résilience, les business profitables, des modèles d'affaires qui se tiennent, et je pense que ça va faire un grand bien à tout le monde. Ouais, vraiment. Qu'on arrête de, comme je disais tantôt, là, de lever 10 millions de dollars sur une napkin, puis qu'on dise, OK, ben, commence à builder ton produit, commence à ramasser des users, commence à faire des sous, commence à faire un peu d'argent, puis après ça, on parlera de lever des rondes de financement, puis on parlera de capitalisme après que tu aies montré que tout ça, que tout ton modèle fonctionne. Je suis plutôt d'accord, je pense que ça va faire un très grand ménage. Puis d'ailleurs, ça fait un pont avec c'est peut-être ma dernière question, c'est quoi un peu tes plus grandes peurs peut-être du marché? C'est là, je pense qu'on a parlé d'opportunités, on a parlé de qu'est-ce qui est à nos portes, là. Mais tu sais, qu'est-ce qui peut-être te fait le plus peur dans les 2, 3 prochaines années? J'ai pas peur vraiment, honnêtement. Ce que je trouve plate, c'est d'être éclaboussé un peu par l'univers de la tech qui a été irresponsable pendant longtemps, puis une entreprise comme GSoft qui a été responsable du début à la fin, qui a toujours voulu avoir un modèle d'affaires profitable, qui se tient, qui tu sais, bâtir une vraie business, là. Et là, on va comme, tu sais, s'il y a une récession, tu sais, à un moment donné, ça va nous affecter d'une manière ou d'une autre, là. Fait que ça mérite un peu, mais en même temps, pendant ce temps-là, nous, on bâtit. C'est le meilleur moment de bâtir parce que peut-être que nos softwares qu'on bâtit vont pas lever aussi vite qu'on le veut parce que le marché sera pas encore prêt à réinvestir massivement dans des solutions comme on a. Mais nous, on a les moyens de bâtir. Fait que c'est pendant que tout le monde va se serrer la ceinture au max, nous, on a accumulé du capital qui nous permet de continuer d'investir sainement. Fait que je suis pas peur. J'ai pas peur. Non, j'ai pas peur. Honnêtement, je dors très bien la nuit. C'est ça l'important. C'est dormir la nuit qui est important.
Sur ce, Simon Deben, cofondateur, CEO de Gsoft et surtout très heureux retour au G-Lab et aux sources de ce qui était Gsoft. Là. Merci beaucoup d'avoir été là. L'enregistrement officiellement le plus long, mais je pense que ça a été extrêmement pertinent. Le mot de la fin pour tout le monde? Le mot de la fin. Faites-le. Lancez-vous. Si tu l'essayes pas, tu le sauras pas. Ou comme vous dites à l'interne, fuck l'impossible. Ça m'a été une quote qui m'est marquée de ton passage quand je suis allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce. J'ai même gardé très précieusement à côté de moi dans mon bureau tout le temps ma planche de skate G-Soft que tu m'as amené avec mon leap entrepreneurial. Mais ouais, fuck l'impossible. Puis écoute, créons des produits, faisons des affaires cool. On a du bon talent au Québec. Puis avec vos futures solutions, peut-être qu'on va être encore mieux capable de mapper le talent. Donc, ça va être très intéressant. On travaille là-dessus. Yep. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode avec Simon Deben sur comment créer des outils pour façonner le futur du milieu de travail. Merci beaucoup d'avoir été là. L'épisode a été présenté par l'agence de marketing web Rablab. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, même TikTok. On a une infolette également qui a toujours du bon contenu. On envoie 2 infolettes par mois avec autant des nouvelles côté employé HR que des nouvelles par rapport à l'industrie. Alors, comme Simon Deben disait, on essaie d'innover en parlant de l'industrie et non juste de parler de nous autres. Fait qu'on a une belle infolette qui parle que de ça une fois par mois, tout le condensé de l'industrie. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et on vous dit à la prochaine.